Bonjour à tous, cette vidéo est destinée à illustrer la DMP compatibilité dans le logiciel médical GEDM version 4.9. Après 6 mois de développement, la version 4.9 de GEDM est enfin homologuée avec le dossier médical partagé. Les deux profils alimentation et consultation ont été implémentés en authentification directe exclusivement. Cela implique de posséder une carte de la famille des CPS et je reviendrai en fin de vidéo. Ceci est un point très important car les fonctionnalités possibles dépendent aussi du type de carte utilisée. Dans un premier temps, j'expliquerai comment l'accès au DMP se fait et je parlerai notamment du connecteur DevBox Santé avec lequel GEDM s'interface. Je ferai ensuite une explication complète sur la façon dont le profil alimentation a été intégré au sein de GEDM et ce que cela implique en termes de paramétrage. J'illustrerai cela avec l'alimentation d'un fichier dans le DMP d'un patient de test. Puis, je parlerai du profil consultation avec l'accès au DMP selon les différents modes possibles. Dans un quatrième temps, je parlerai de la recherche de patients dans le DMP, GEDM étant également compatible avec cette transaction. Ensuite, j'aborderai de façon succincte l'accès WebPS. Et pour finir, je développerai dans le dernier chapitre l'authentification directe qui nécessite la présence d'une carte de la famille des CPS dans le lecteur pour tout accès au DMP et en particulier pour la consultation. Premier chapitre, le connecteur DevBox Santé. Toutes les requêtes faites vers le serveur DMP le sont grâce à un connecteur auquel GEDM s'interface. Ce connecteur s'exécute en arrière-plan et doit être installé sur l'ordinateur utilisé afin de requêter le DMP. On peut voir le statut du connecteur dans le panneau en bas à droite, Client DB Santé. S'il est en erreur comme c'est le cas actuellement, aucune requête ne pourra être faite vers le DMP depuis ce poste de travail. Il y a alors deux options. Soit le connecteur n'a jamais été installé sur la machine, auquel cas il est tout à fait normal qu'il soit en erreur. Dans ce cas, il suffit de cliquer sur Client DB Santé, puis sur le lien de téléchargement qui s'affiche ensuite dans la boîte de dialogue modal. Une fois le téléchargement effectué, il suffit d'installer le logiciel comme on le ferait avec n'importe quel autre logiciel en cliquant sur la flèche en haut, puis sur le nom de l'exécutable. Lors de l'assistant d'installation, cliquez Suivant, puis à nouveau Suivant, acceptez les conditions générales d'utilisation Suivant, etc. jusqu'à la fin de l'installation. Alors, je ne vais pas le faire puisque moi je l'ai déjà sur ce poste de travail, donc je quitte l'installation. Et une fois installé, il suffit d'aller le chercher dans le menu Démarrer, Programme, DevBox Santé, DevBox Santé. Le logiciel met une vingtaine de secondes à s'initialiser et affiche ensuite une icône en bas à droite à côté de l'horloge une fois qu'il est prêt, comme c'est le cas actuellement. Dans GEDM, un clic sur Client DB Santé permet de s'assurer que le connecteur est bien en cours d'exécution et s'affiche désormais en OK. Second chapitre, profil alimentation. Cela consiste, comme son nom l'indique, à alimenter le DMP d'un patient par des fichiers produits. Comme il s'agit de fichiers qui ont été produits, ceux-ci doivent être présents dans le dossier du patient et non liés à une fiche ou à une observation. On se trouve donc dans le même cas de figure que pour l'utilisation du module de publipostage. Les extensions supportées sont PDF et JPEG. Pour le PDF, il doit impérativement s'agir d'un fichier validé, donc qui était à l'origine au format ODT. Ça ne fonctionnera pas pour les PDF ayant été importés, contrairement aux JPEG, qui eux sont forcément importés, mais toujours à condition qu'ils soient dans un dossier. Donc avant de pouvoir envoyer un fichier, je vais commencer par créer un dossier pour un patient donné. Un patient ordinaire de Vinci, RUT, dont l'INS et le statut du DMP n'ont encore jamais été récupérés et dont l'identité n'a pas été validée sur présentation d'une pièce à haut niveau de confiance. On peut le voir ici dans Statut, annoté provisoire, INS non et DMP non. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est pour une raison à la fois très simple et très importante. Il est strictement interdit d'envoyer quoi que ce soit dans le DMP d'un patient si celui-ci ne vous a pas confirmé son identité en vous présentant une pièce d'identité.
GEDM intègre depuis sa version 4.7, sortie il y a 3 ans, ce concept de statut fonctionnel de l'identité qui dépend de l'origine de l'identité ainsi que de la récupération ou non de l'INS du patient. Mais cela n'a jamais été utile jusqu'à présent. Il s'agit d'un concept directement lié à l'identitovigilance qui est demandé dans le référentiel national d'identitovigilance, le RNIV, ainsi que dans le référentiel identifiant national de santé. Vous l'aurez compris, on n'en voit rien dans le DMP sans s'être assuré préalablement que le patient concerné est bien le bon patient, et cela passe par la vérification d'une pièce d'identité dite à haut niveau de confiance. Et elles sont au nombre de 5. La carte nationale d'identité, le passeport, le titre permanent de séjour et pour les mineurs, un livret de famille ou l'extrait date de naissance, accompagné d'une pièce d'identité parentale, elle aussi à haut niveau de confiance. Et si le patient proteste et refuse, qu'il ne souhaite pas ou qu'il n'a pas de pièce d'identité à vous présenter, ce n'est pas bien grave. Il vous suffit de sélectionner une origine de l'identité qui correspond à la réalité. Et le logiciel ne vous laissera pas la possibilité d'alimenter son DMP par la suite. Après tout, c'est dans l'intérêt du patient, mais il est tout à fait libre de refuser. Alors, sachez aussi que dans les premières versions du DMP, la loi imposait de numériser la pièce d'identité présentée par le patient et de l'enregistrer dans le logiciel, ceci afin de pouvoir prouver que cette pièce a bien été demandée. Mais vu la levée de boucliers que cela a provoqué, et sans compter le fait que la loi impose également de ne pas conserver ce type de document après un certain délai, le ministère a revu ses ambitions à la baisse et se contente désormais d'imposer la sélection de la nature de la pièce présentée par le patient. Tout ceci étant dit, je sais comment ça se passe sur le terrain. On a souvent tendance à cocher une case sans faire l'action qu'elle représente, soit parce qu'on sait que ça va agacer le patient, ou soit parce que le flux de travail est trop intense et ne le permet pas. Mais je vous conseille vigoureusement de bien respecter cette procédure. Il s'agit du DMP du patient qui a cours au niveau national, donc qui peut posséder de multiples homonymes et pourrait avoir des conséquences fâcheuses si le DMP d'un patient se voyait alimenté d'un compte-rendu disant que tout va bien et qu'en réalité ce soit le contraire. D'autant plus que la carte vitale n'est pas du tout employée lors de l'accès au DMP, que ce soit en alimentation ou en consultation. Le seul moment où la carte vitale est demandée, c'est lors de l'accueil patient, un accueil qui peut très bien se faire en mode manuel, sans carte vitale, comme je suis en train de le faire avec ce patient de test. La carte vitale n'est d'ailleurs pas considérée comme une pièce d'identité à haut niveau de confiance. Elle l'a été à tort dans les précédentes versions de GEDM, ce n'est plus le cas désormais. Donc voilà, pour conclure sur cet aspect réglementaire, je vous conseille très fortement de demander à tous les patients une pièce d'identité en même temps que vous leur demandez leur carte vitale. Ça ne vous prendra pas plus de temps et ça vous couvrira plutôt que de sélectionner n'importe quoi et à tort. Bon, admettons que Madame de Vinci me présente sa carte nationale d'identité. Et vous voyez que le statut fonctionnel de l'identité passe immédiatement de provisoire à validé, ce qui n'est pas le cas avec une origine de l'identité qui n'est pas dite à haut niveau de confiance. Alors, ce statut ne permet pas encore d'alimenter le DMP, il faut aussi que l'INS du patient ait été récupéré. Et cela se fait en arrière-plan de l'accueil automatiquement pour un accueil avec carte vitale ou juste après l'accueil pour un accueil sans carte vitale. Le statut passera alors de validé à qualifié. Il faut que ces deux conditions soient remplies, une origine de l'identité sélectionnée sur une pièce à haut niveau de confiance et la récupération effective de l'INS. Si les deux conditions sont remplies, alors la lecture du statut du DMP du patient sera automatiquement invoquée une fois que le dossier sera créé. Nouveauté de la version 4.9, les appels aux différents téléservices qui sont liés à l'accueil sont désormais regroupés dans ce tableau à gauche où on y voit le mode d'appel ainsi que l'état de chaque appel. Ensuite, pour alimenter le DMP du patient, il faut aussi que ce dernier ne s'y ait pas opposé. Ce paramétrage est régi par cette coche.
Le consentement du patient à l'alimentation étant implicite, c'est-à-dire que par défaut, le patient est d'accord pour que son DMP soit alimenté, vous n'êtes donc pas obligé de lui demander son accord. Par contre, si le patient exprime une opposition, vous devez alors décocher cette case, sachant qu'on peut la recocher par la suite dans la fiche patient ou dans les outils DMP si ce dernier venait à changer d'avis. On va ensuite compléter cet accueil en y mettant un site, un médecin, un examen, et vous voyez que certains téléservices s'affichent dès lors que le médecin est sélectionné, tout simplement parce que le mode d'appel de ces téléservices dépend des paramètres propres à chaque praticien. Si je sélectionne un autre praticien, œil par exemple, vous verrez que pour lui, le téléservice INSI est appelé manuellement, c'est-à-dire depuis la page des téléservices intégrés, depuis sa fiche patient. Donc il ne le sera pas à l'accueil. Et par conséquent, le statut du DMP du patient ne sera pas non plus lu, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, l'INS doit avoir été acquise avant toute requête vers le DMP, à moins que l'INS de ce patient ait déjà été acquis préalablement par le biais d'un accueil précédent, ce qui n'est pas le cas pour ce patient. Donc on va revenir sur un médecin qui me permet de faire les deux appels, le docteur libre. Et honnêtement, et a fortiori avec le DMP, il n'est plus vraiment judicieux d'avoir un paramétrage médecin dont le mode d'appel d'un téléservice est désactivé, donc utilisé en manuel. Ce serait plus une perte de temps qu'autre chose. Je vérifie ensuite le parcours de soins coordonné, la prise en charge, pas d'accident de droit commun, et avant que je n'oublie, j'insère la CPS du praticien dans le lecteur. Et je peux ensuite créer mon dossier. Alors, le téléservice INSI se met en route. Je saisis le code porteur. Là, il est en cours d'exécution. Puis, vous allez voir que le résultat de l'acquisition va s'afficher dans le coin supérieur droit. Voilà, INS oui. L'identité passe alors sur le statut qualifié. Dans la foulée, la lecture du statut du DMP du patient est invoquée. Tout cela est assez rapide. Le statut du DMP s'affiche ensuite juste en dessous de celui de l'INS. Oui. Une fois que les deux téléservices ont été invoqués, la page d'accueil est fermée et selon le paramétrage de logiciel, soit la worklist est réaffichée, soit le dossier s'ouvre. Je vais ensuite créer un dossier, un fichier de type lettre. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous expliquer également la gestion des types de fichiers dans le contexte du DMP. Il faut savoir qu'il ne faut alimenter le DMP qu'avec des documents jugés strictement utiles à la coordination des soins. Par exemple, on y déposera une lettre de consultation ou un compte-rendu médical, mais on n'y déposera pas une lettre de relance ou une attestation de consultation. Pour paramétrer cela, il est nécessaire de le faire dans le paramétrage des types de fichiers. Alors, un autre exemple des fichiers qui n'ont pas vocation à être envoyés dans le DMP, les lettres reçues. Et par extension, tous les types de fichiers ayant pour origine des fichiers reçus. Dans la colonne origine, tous ceux qui sont en réception. Si je prends par exemple l'ordonnance de sortie, qui est un type de fichier de production, vous verrez que les données spécifiques à l'alimentation du DMP ne sont pas valorisées. Donc tous les fichiers de ce type du type ordonnance de sortie ne seront pas proposés à l'envoi dans le DMP et ne pourront pas l'être, même en envoi manuel. A contrario, pour les lettres, la classe et le type du système DMP sont valorisés. Donc, compte rendu en classe et compte rendu aux fiches de consultation ou de visite en type. Eh bien, les fichiers de type lettres dans GEDM seront automatiquement proposés à l'envoi dans les DMP des patients avec cette classe et ce type appartenant au système DMP.
Quant à la visibilité, elle détermine certains attributs du fichier, comme le masquage aux autres médecins. Dans ce cas, les autres médecins ayant accès au DMP ne verront pas les fichiers envoyés en masqué, sauf pour le médecin traitant du patient. Ou encore la non-visibilité au patient. Dans ce cas, le patient ne verra pas le fichier envoyé aussi dans son DMP. Et même logique pour les représentants légaux dans le cas d'un patient mineur. À savoir qu'il n'est pas possible de cumuler la non-visibilité au patient et le masquage au médecin. Dernière chose à savoir, la mise à jour GEDM configure par défaut les types de fichiers CRO, CRE, LT émise et LTE avec la classe et le type DMP correspondant. Si vous souhaitez envoyer des fichiers d'autres types, il vous faudra paramétrer leur type de fichier en conséquence. Bien, tout ceci étant expliqué, je retourne dans mon dossier et je crée le fichier de type lettre. Bon, ici, c'est comme d'habitude, une fois que le document est finalisé, j'appuie sur la touche F12 et je le valide au format PDF. Quand on retourne dans le dossier et que je rafraîchis, vous pourrez voir une icône supplémentaire, l'icône DMP sur fond bleu avec on ne la voit pas très bien, une petite horloge apparaît et signifie que GEDM a déterminé que le fichier en question remplit toutes les conditions pour pouvoir être envoyé dans le DMP de ce patient. C'est-à-dire, son type de fichier a été paramétré avec le système DMP comme je l'ai expliqué précédemment, le fichier est au format PDF ou JPG, le patient a présenté une pièce d'identité à haut niveau de confiance, son INS a été récupéré avec le téléservice INSI, le DMP du patient existe et est ouvert, le patient ne s'est pas opposé à l'alimentation de son DMP et le fichier se trouve dans un dossier patient. On va conclure ce chapitre sur les 3 façons d'envoyer un fichier dans le DMP. Alors, la plus évidente est de passer par le publipostage, menu données patients, puis fichier à envoyer. Je vais valoriser la date de début sur la date du jour pour retrouver mon fichier plus facilement. On retrouve le statut précédent dont je vous ai parlé, l'icône DMP sur fond bleu avec petite horloge. Donc si je coche mon fichier et que j'invoque l'envoi, vous remarquerez qu'un 5e destinataire a été ajouté dans cette version. Le destinataire DMP qui se comporte comme n'importe quel autre destinataire. Je peux donc le décocher, par exemple, si nécessaire. La seconde méthode, depuis le dossier du patient, icône enveloppe avec flèche. Il suffit de cocher le destinataire DMP, de modifier éventuellement le titre du document, puis de cliquer sur le bouton d'envoi. Alors, au sujet du titre, n'oubliez pas que le fichier apparaîtra dans le DMP aux yeux du patient et de tous les médecins qui y accéderont. Il faut donc qu'il représente de façon succincte et précise le contenu du document. N'y mettez donc pas le nom du médecin traitant, par exemple. Enfin, la 3e méthode consiste à passer par les outils DMP, depuis les téléservices intégrés du patient. Alors, ici, on sera en mode totalement manuel, mais cela permet d'avoir la main sur toutes les données qui peuvent être envoyées dans le DMP. Il faut commencer par s'authentifier en faisant une lecture de la carte présente dans le lecteur. Puis, clique sur le bouton « Alimentation » à droite. On clique ensuite sur la loupe pour afficher les fichiers du patient, dont les plus récents s'affichent en haut. Alors, voilà notre fichier, le 5080. On ne peut pas le cocher, et là, on a une icône indiquant que la cotation du dossier n'est pas validée. En mode manuel, il s'agit d'une restriction, le mode manuel nécessitant que la cotation soit validée. Je retourne donc dans mon dossier et je valide la cotation. Si je recherche à nouveau les fichiers du patient, mon fichier 5080 peut désormais être coché. Donc je le sélectionne, je clique sur « Alimenter le DMP » et là, on a le formulaire d'envoi qui s'affiche avec, pour commencer, la classe et le type du fichier propre au système DMP
dont le paramétrage dépend directement du type de fichier de GEDM dont j'ai parlé précédemment. On peut bien évidemment changer le type ou la classe. Nous avons également le titre du fichier qui peut là aussi être modifié. Puis deux champs permettant de spécifier le contexte médical du document, soit par le biais de la classification internationale des maladies, la CIM-10, soit par celui de la classification commune des actes médicaux, la CCAM, sachant que l'on peut mettre plusieurs entrées de chaque. On définit également la visibilité du document, bouton visibilité à droite, dans lequel on retrouve en toute logique les visibilités présentées dans le paramétrage des types de fichiers, à savoir non visible aux patients, non visible aux représentants légaux. Je ne l'ai pas sur cet exemple-là puisque le patient n'est pas un patient mineur. Et masqué aux médecins. À savoir encore une fois que le médecin traitant n'est pas concerné par ces masquages, il verra forcément tous les fichiers qui sont dans le DMP. En mode manuel, il faut également obligatoirement spécifier un titre de lot. Alors pourquoi je parle de lot ? C'est parce que le DMP doit pouvoir permettre d'envoyer dans un même lot, de façon simultanée, plusieurs fichiers. Et on peut également éventuellement saisir un commentaire. Donc je clique ensuite sur le bouton d'alimentation. Voilà, une fois envoyé, un rapport de soumission s'affiche avec différentes données techniques propres au DMP. Si je retourne dans le dossier du patient, et que je rafraîchis, on peut désormais constater que son statut DMP est passé du bleu au vert avec une icône DMP vert avec coche pour indiquer que le fichier a été envoyé dans le DMP. À ce stade, il reste possible de manipuler le fichier comme vous avez l'habitude de le faire, c'est-à-dire des validations, modifications, voire même suppression, à la différence qu'il vous faudra alors une CPE ou la CPS du praticien pour la suppression afin que le fichier soit aussi supprimé du DMP, sans quoi la suppression ne sera pas possible, même dans GEDM. Avant de passer au chapitre suivant, je vais aborder l'alimentation d'une note de vaccination. En effet, le DMP prévoit également la gestion des vaccinations, avec la création d'une vaccination dont le vaccinateur peut soit être le praticien porteur de la CPS, soit un autre praticien. Je vais prendre l'exemple du patient Petra. Je vais dans ses informations médicales, puis onglet Vaccination. Dans cet onglet s'affiche l'ensemble des vaccins créés ou importés dans GEDM pour ce patient. Je clique sur le bouton Modifier pour ajouter une vaccination. La date se met par défaut sur la date du jour. Je vais laisser cette date. Concernant l'exécutant, si on ne remplit rien, alors l'exécutant sera soit le médecin titulaire référent du patient, tel que défini dans ses infos administratives, dans le cas où une CPE est utilisée, soit le médecin de la CPS si une CPS est utilisée. On peut également saisir le nom d'un médecin correspondant via la saisie prédictive. Ensuite, on ajoute un vaccin. Cela ouvre la base Claude Bernard pour laquelle il faut nécessairement avoir une licence en cours de validité. Je vais par exemple saisir Rabi, rechercher, puis sélectionner le vaccin Rabipur. Un petit formulaire apparaît au-dessus du bouton d'ajout. Je le complète avec le type, le site, la voix, le numéro. Évidemment, éventuellement des commentaires et une date de rappel. La dernière ligne n'étant pas obligatoire. Pour enregistrer, bouton OK. Voilà, notre vaccin est enregistré dans GEDM et pour l'envoyer dans le DMP, il faut cliquer sur le petit bouton DMP avec plus bleu, ici.
Après un moment, un rapport de soumission s'affiche avec différentes données techniques propres au système DMP. Dans le dossier, on peut désormais voir que la vaccination a bien été envoyée dans le DMP par la présence de l'icône DMP vert avec coche. Une vaccination que l'on peut éventuellement modifier. Bouton modifier en bas. Puis crayon en face de la vaccination. Je vais par exemple mettre deltoïde gauche à la place du droit. Je valide. Et après un court moment, une nouvelle boîte de dialogue avec le rapport de soumission au DMP et d'autres données techniques. On passe maintenant au troisième chapitre, profil consultation. Alors, la consultation du DMP d'un patient nécessite impérativement la présence de la CPS du praticien, une CPE ne le permettant pas, et uniquement via les outils DMP du patient, c'est-à-dire depuis la page des téléservices intégrés, accessible soit depuis la fiche du patient, donc par exemple, rechercher un patient, de Vinci, rechercher, j'ouvre la fiche patient, et dans les infos administratives, bouton téléservice intégré à droite, puis bouton DMPI, ou alors depuis l'un de ces dossiers, toujours donc dans les informations générales, bouton téléservice intégré à droite, bouton DMPI. On va rester sur ce patient. Comme pour l'alimentation, il faut s'authentifier avec la CPS qui est présente dans le lecteur. Et ensuite, il s'agira du bouton consultation à droite. Alors là, il n'est pas accessible tout simplement parce que le praticien de la carte n'a pas d'autorisation effective pour accéder au DMP. On le voit ici, inexistante. Et un clic sur le cadenas permet de voir le détail des autorisations qui sont connues de GEDM par le biais des lectures du statut de ce DMP avec des CPS différentes. Donc, afin d'accéder au DMP de ce patient, ce dernier doit vous en donner l'autorisation explicite. Il ne s'agit donc pas d'une autorisation acquise par défaut que l'on s'octroie alors que le patient ne s'est pas exprimé, comme c'est le cas pour l'alimentation du DMP. Pour accéder au DMP, il faut donc cliquer sur le bouton « Accéder au DMP » et cocher la première case de la boîte de dialogue qui s'affiche, à savoir le consentement, encore une fois, explicite du patient. Alors, cette boîte de dialogue reprend également l'expression du patient sur la non-opposition à l'alimentation de son DMP matérialisée par la seconde case qui est cochée par défaut. Si maintenant vous avez besoin d'accéder au DMP du patient, qu'il y a un risque immédiat pour sa santé et que le patient ne vous a pas donné son accord et qu'il n'est pas en état d'exprimer sa volonté, vous pouvez utiliser le mode qui est dédié à cet effet, à savoir le mode bris de glace, en spécifiant un motif pour justifier l'accès. L'accès bris de glace donne les mêmes droits que l'accès avec accord du patient, à la différence que celui-ci est tracé comme tel dans son DMP. Et bien entendu, l'accès bris de glace ne vous donne pas une autorisation d'accès effective, puisque dès lors que les outils DMP seront fermés, l'accès n'existe plus. Je retourne dans les outils DMP de ce patient, je me réauthentifie, et vous voyez que là, l'autorisation d'accès n'est pas donnée pour autant. Je vais également vous montrer, pour un patient mineur, je vais par exemple rechercher ce patient. J'accède à son DMP, et là, vous avez en plus la possibilité de vous connecter en connexion dite secrète. La différence étant que les représentants légaux du patient ne pourront pas avoir connaissance que vous vous êtes connecté et que vous avez éventuellement consulté ou alimenté des documents dans ce DMP. Et tout comme l'accès bris de glace, la connexion secrète est ponctuelle et dure le temps que les outils DMP de ce patient restent ouverts. Dès lors que la fenêtre est fermée et que l'on retourne dans les outils DMP, la connexion secrète n'est plus. Je vais retourner dans le patient précédent, Madame de Vinci.
et je vais m'autoriser à accéder à son DMP. Voilà, l'autorisation d'accès passe à inexistante à valide et le bouton de consultation à droite devient actif. Vous l'aurez remarqué, maintenant que vous avez accès au DMP, vous pouvez désormais mettre fin à cet accès, soit parce que le patient vous l'a demandé, ou soit parce que vous estimez que vous avez terminé la prise en charge médicale de ce patient. Donc, je clique sur le bouton « Consultation » à droite. Un moteur de recherche s'affiche et permet de lister les documents présents dans le DMP selon leur période de soumission, leur période d'acte, dans les deux cas, date de début et ou date de fin, et également selon la classe et ou le type de fichier appartenant au système DMP. Donc, par exemple, si je recherche tous les comptes rendus médicaux, pareil, voilà. Et je peux ensuite, dans le type, sélectionner le type de compte rendu pour éventuellement détailler davantage, avoir une recherche plus fine des documents que je souhaite rechercher. On peut également rechercher selon le statut des fichiers, documents actifs, documents archivés, documents obsolètes et documents supprimés, ainsi que par la visibilité de documents, masqués au PS, non visibles aux patients et, dans le cas d'un patient mineur, non visible aux représentants légaux. Je lance une recherche sans spécifier de filtre particulier, de façon à obtenir la totalité des documents. Alors, il peut y en avoir énormément. On voit tout de suite lesquels viennent de GEDM. C'est ceux qui affichent l'ID du fichier dans la première colonne, ID GEDM. Donc, en l'occurrence, le premier et le troisième document. Les actions sur ces documents-là sont d'ailleurs différentes puisqu'on peut, en plus de les télécharger et de les visualiser, modifier leur visibilité, les archiver ou les supprimer. À noter que si vous êtes médecin traitant du patient, vous avez également la possibilité de faire ces actions sur des fichiers que vous n'aurez pas envoyés vous-même. Donc, pour consulter un fichier, il faut cliquer sur l'icône de téléchargement et selon le format du fichier, le client GEDM pour Windows utilisera le programme approprié pour l'ouvrir. Je vais par exemple télécharger ce fichier-là. Une fois téléchargé, vous remarquerez que vous avez un bouton disquette qui s'affiche qui permet d'enregistrer le document dans GEDM. Il sera alors importé dans une observation patient. Le premier bouton, celui avec la loupe, permet d'obtenir les métadonnées du fichier, comme par exemple avec ce fichier-là. L'ensemble des données qui régissent ce fichier. Alors, c'est particulièrement utile pour les fichiers dits structurés, comme les données de remboursement patient ou certains résultats d'analyse. Donc, pour illustrer cela, je vais ouvrir le DMP d'un autre patient. Recherche Marjorie, et je vais consulter les comptes rendus d'examen biologique. Le dernier, par exemple, au format HTM. Voilà, je ferme ce DMP pour revenir dans celui de Madame de Vinci. Alors, depuis cet écran, vous avez par exemple la possibilité de modifier la visibilité des fichiers. Exemple pour le premier fichier, en cliquant sur les personnages, on peut le rendre masqué aux autres professionnels. Alors, toujours encore une fois, le médecin traitant ne sera pas concerné et continuera de voir ce fichier. Je valide.
Je confirme. Voilà, une fois l'opération faite, le logiciel relance la consultation et on peut désormais voir le masquage PS dans la colonne visibilité. Je peux bien évidemment annuler l'opération en le remettant de nouveau visible pour les professionnels. Je confirme. Alors, ce n'est pas le cas pour la visibilité patient. Par exemple, il n'est pas possible de rendre invisible au patient un document qui lui était visible jusqu'à présent. Pour cela, l'invisibilité au patient doit être mise dès le début à l'alimentation du fichier. Les fichiers peuvent également être archivés avec l'avant-dernier bouton cadenas. Je confirme. Les fichiers archivés n'apparaissent alors plus dans la liste des fichiers, car la recherche s'effectue par défaut sur des fichiers non archivés. Si j'ajoute dans le moteur de recherche le filtre sur les fichiers archivés, symbolisé par une petite feuille avec un cadenas dans la colonne statut, il s'affiche désormais. L'opération est réversible. Je peux bien évidemment retirer l'archivage. Je confirme. Alors, quant à la suppression, entendons-nous bien, nous sommes ici dans les outils DMP. Donc la suppression à cet endroit a pour effet de supprimer le fichier du DMP du patient et non de GEDM s'il s'agit d'un fichier PDF. Dans le cas d'un fichier PDF, le fichier sera dévalidé et remis en correction. Si au contraire il s'agit d'un JPEG, alors le fichier sera supprimé dans les deux systèmes, à la fois dans le DMP et à la fois dans GEDM. Une dernière chose qui peut être intéressante concernant la consultation, c'est l'historique de remboursement. Donc je vais à nouveau changer de patient. Données de remboursement. Alors, les données de remboursement sont un fichier au format HTM, donc dit structuré. Et à l'ouverture, le logiciel affiche tout d'abord les métadonnées du document, puis l'historique des différents remboursements dont a bénéficié le patient. Et on peut notamment y voir les prescriptions de médicaments. Avant de passer au 4e chapitre, je vais aussi vous montrer la consultation d'un historique de vaccination. Je retourne dans la fiche patient de Petra. J'ouvre ces outils DMP. Bouton consultation, puis dans les champs classe et type, je sélectionne certificat déclaration et historique des vaccinations. Je lance la recherche, puis j'ouvre l'unique document qui s'affiche. On peut voir dans le tableau 3 vaccinations, dont celle que j'ai envoyée dans le chapitre précédent. On peut le voir toujours avec l'icône DMP vert et coche. Il y a aussi des cases à cocher qui me permettent d'importer les notes de vaccination dans GEDM afin qu'elles soient également visibles depuis la fiche patient. Je vais en cocher une, puis l'importer avec le bouton OK. Voilà. Une fois de retour dans la fiche patient, information médicale, onglet vaccination, je vois que la vaccination a bien été importée sous le numéro 56. Désormais, 4e chapitre, recherche de patients dans le DMP. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, la page de recherche patient a évolué dans cette version 4.9, puisqu'on peut rechercher désormais soit dans la base patiente GEDM, avec le premier bouton en haut à droite, soit dans le système DMP.
avec le bouton juste en dessous. Alors là, il n'est pas question de rechercher dans tout le DMP, mais uniquement parmi les patients dont le praticien de la CPS inséré dans le lecteur a accès à leur DMP. Je vais illustrer cette fonctionnalité en mettant simplement la lettre D dans le nom pour lister les patients dont le médecin de la carte a accès et dont le nom d'usage ou de naissance commence par cette lettre. Alors, la recherche me donne 3 patients. Le premier, inconnu de GEDM. Vous voyez que les 4 premières colonnes du tableau qui sont spécifiques à l'identité GEDM sont vides. Le bouton patient avec soleil à droite permet de créer le patient dans GEDM sur la base des informations retournées par le DMP. Cela revient donc à importer le patient. Et dans ce cas précis, il n'est pas possible de modifier les données issues du DMP, telles que le nom, prénom, NIR, nom de naissance et date de naissance. Il faut également savoir que l'INS du patient reste au statut non récupéré, avec un statut fonctionnel de l'identité sur provisoire, car le téléservice INSI n'a pas été invoqué et une pièce d'identité à haut niveau de confiance doit être sélectionnée. Donc pour alimenter ou consulter le DMP, il faudra faire l'acquisition de l'INS avant tout, en cliquant soit sur le bouton téléservice intégré à droite, puis en cliquant sur le bouton INSI, puis obtenir l'INS sans vital, soit en cliquant sur le petit point d'exclamation à côté de la mention non concernant l'INS. C'est tout simplement un petit raccourci vers la page précédente. Je lance l'acquisition de l'INS. Alors, je dois indiquer le sexe de cette patiente, féminin. Je rafraîchis. L'INS est désormais à oui avec un statut récupéré. Et si en plus je modifie l'origine de l'identité sur présentation d'une pièce d'identité par le patient, le statut passe désormais en qualifié et me permet de requêter le DMP. Je ferme cette fiche et dans la recherche précédente, si je relance à nouveau cette recherche, je peux désormais voir que le patient précédent a correctement une identité créée dans GEDM. Alors, un clic sur une ligne a le même effet qu'une recherche classique dans GEDM. Cela ouvre la fiche du patient. J'aborde maintenant le 5e chapitre, l'accès WebEPS. Cet accès permet tout simplement d'accéder au DMP depuis un navigateur Internet en dehors de tout interfaçage avec GEDM. Cela permet d'obtenir toutes les fonctionnalités offertes par le DMP, des fonctionnalités qui ne sont pas forcément possibles d'interfacer avec les logiciels médicaux. L'accès WebEPS peut également être utile pour les médecins ne disposant pas de logiciel médical DMP compatible ou qui exercent sur différents lieux d'exercice avec des logiciels différents, par exemple. Cet accès donne également la possibilité de contourner des restrictions imposées par GEDM sur l'alimentation, puisqu'il devient possible d'alimenter un DMP avec n'importe quel document PDF, qu'il soit lié ou non à un dossier patient, ou avec un fichier dont l'extension ne serait pas supportée par GEDM, comme les fichiers TIFF, par exemple. GEDM donne la possibilité d'ouvrir directement l'accès WebPS depuis les outils DMP de n'importe quel patient. Le bouton Accès WebEPS à droite. Et là, vous avez 2 possibilités. Soit accéder à votre tableau de bord, dans lequel vous pourrez rechercher un patient, que vous ayez une autorisation d'accès ou non. Je vais vous montrer. Voilà, donc il s'agit d'une recherche dans toute la base du DMP et dans lequel vous voyez également tous les patients pour lesquels vous avez une autorisation d'accès. Alors, si je retourne dans GEDM,
depuis l'accès à WebPS donné par GEDM, vous pouvez également accéder à la page d'accueil du DMP du patient pour lesquels vous avez ouvert les outils DMP. Avec la possibilité d'alimenter le DMP, de le consulter, etc., comme vous le feriez dans GEDM. J'en arrive enfin au 6e et dernier chapitre, les cartes. Comme je l'ai dit en introduction, en authentification directe au système DMP, qui est la méthode d'authentification utilisée par GEDM, il est nécessaire d'avoir une carte de la famille des CPS pour toute requête au DMP. Nous aurons donc la CPS du médecin titulaire, auteur du document en premier lieu, la CPS d'un éventuel médecin remplaçant. Alors attention, les CPS de remplaçants sont programmés à cet usage. Ce sont physiquement les mêmes cartes qu'une CPS classique, mais elles ne sont pas programmées de la même façon puisqu'elles ne fonctionnent que lors des sessions de remplacement et ne doivent être utilisées que par un médecin remplaçant. Une CPF pour les médecins stagiaires en formation, une CPE dite nominative, qui identifie un seul et unique porteur, et enfin une CPE dite anonyme, les plus répandues, qui sont utilisées lorsque plusieurs secrétaires se partagent le même poste de travail, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces cartes peuvent alimenter le DMP en documents. Par contre, seules les cartes médecins peuvent être utilisées pour le consulter, c'est-à-dire CPS titulaire, CPS de remplaçant et CPF. Le DMP a été pensé et conçu ainsi que les secrétaires et le personnel médical non soignant puissent l'alimenter en documents avec une CPE et que les professionnels de santé puissent en plus y accéder pour consulter les documents présents avec leur CPS. Si vous voulez faire de la consultation de documents en tant que médecin, alors vous devrez utiliser votre CPS et fournir une CPE au secrétaire. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de commander des CPE auprès de l'Agence numérique en santé, l'ANS, grâce au service TOPS ou TOPS, je ne sais pas comment on le dit. J'ai mis le lien sous la vidéo dans la description. Je vous montre. Donc c'est une page du site de l'ANS dont le lien pour commander les cartes se trouve tout en haut ici, tops.iservice au pluriel.ecentre.gouv.fr et qui illustre avec différentes copies d'écran la façon dont on se sert de ce service. Vous devrez choisir entre CPE nominative et CPE anonyme. Alors, la règle est assez simple. Lorsqu'il n'y a qu'une personne à utiliser le poste de travail, il vaut mieux privilégier la version nominative. Et si plusieurs secrétaires se partagent plusieurs postes ou même un seul poste, qu'il n'y a pas de poste attitré, dans ce cas, optez pour une CPE anonyme. Cela changerait néanmoins la facturation, puisqu'avec une CPE, la mise en lot et la télétransmission ne sont pas possibles. La facturation dite désynchronisée devient alors nécessaire et elle permet de faire des FSE pour chaque consultation et la signature de ces factures et leur télétransmission se faisant alors avec la CPS du médecin en fin de journée. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir visionné cette longue vidéo dédiée au DMP et je vous invite à m'envoyer un mail depuis le site web de GEDM, www.gedm.biz, pour toute question éventuelle. À bientôt.